Vous allez dans un navigateur web et on va aller dans le moteur de recherche bing.com. Donc, dans la barre de recherche ici, dans la barre d'URL, vous tapez bing.com. Donc, c'est un peu l'équivalent de Google, mais de Microsoft. D'autres moteurs de recherche existent, vous les connaissez? Ah non, Firefox, Opera, tout ça, ce sont des navigateurs, ce ne sont pas des moteurs de recherche. Google, oui, mais quoi d'autre à part Google et Bing? Mais non, Chrome, c'est un navigateur, entre autres. Bon, Yandex, moteur de recherche russe. Yahoo, oui. Etc. Voilà, il y en a plein d'autres. Ils ont chacun leurs caractéristiques. Bon, je vais passer par Bing ici. Alors, vous allez taper ce que vous recherchez. Moi, je vais peut-être taper girafe, mais vous pouvez chercher autre chose, bien sûr. Vous tapez le nom d'un objet ou d'un animal ou d'un sujet, voilà. En tout cas, donc vous cherchez des images et on va utiliser une image qui montre un sujet dans son décor. Donc pas déjà une image qui a été traitée par quelqu'un pour que le sujet soit entouré de blanc. Alors au niveau du filtrage, bien sûr, je ne peux pas utiliser toutes les images qui sont sur le web, donc j'enclenche le filtrage ici. Et au niveau du filtrage, je vais m'intéresser ici à la licence et je vais demander du domaine public. À partir de là, je pourrais me soucier de la définition de l'image. Quand on survole, on voit le nombre de pixels en largeur et hauteur, la définition. Mais vu que c'est juste un modèle pour le mettre dans Illustrator, ça n'a pas d'importance. Quelle est la précision de l'image? Est-ce que c'est un peu flou ou est-ce que c'est extrêmement précis? Ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, je vais utiliser celle-là. Voyons un peu ce qui se passe parce qu'elle vient du site Pexels, qui est un site qui répertorie des images du domaine public. Voyons un peu ce qui se passe quand, dans Bing, je vais sur le plus ici et je demande afficher l'image. Est-ce que ça va réellement m'afficher l'image? Oui, ça m'affiche réellement l'image parce que parfois, ça me redirige vers le site. Si ça ne m'avait pas affiché l'image, j'aurais fait une copie d'écran. Un print screen sur le PC, une copie d'écran sur le Mac pour prendre l'image là qui s'affiche. Mais évidemment, la vraie image avec tous ces pixels, c'est quand on demande donc dans le petit signe plus ici, afficher l'image. Et c'est ce que j'ai fait, ça s'est ouvert dans un nouvel onglet. Et ça, je vais l'enregistrer. Alors, l'animal doit être vu en entier, mais il y a des pattes qui ne sont pas vues ici en bas. Ce n'est pas grave, j'inventerai la forme du bout des pattes. Donc, enregistrer l'image sous. Voilà le nom d'image, c'est une image JPEG. Si vous avez une image WebP, ça risque de vous poser des problèmes. Il vaut mieux faire une copie d'écran de l'image dans le navigateur dans ce cas-là. Si le format est WebP, parce que ça demande d'installer des logiciels supplémentaires pour que ce soit lisible par Adobe. Mais ici, pas de problème, c'est du JPEG. Ça peut être du GIF, ça peut être du PNG, ça passera aussi. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de faire la silhouette de l'animal. Donc, il faudrait que, déjà quand vous voyez la photo, vous imaginez, tiens, si c'était l'animal noir, entièrement noir, sur un fond blanc, est-ce qu'on arriverait à reconnaître ce que c'est? C'est une astuce en publicité. Toutes les photos que vous voyez dans les publicités, vous pouvez regarder le sujet, les bras des gens, les jambes, c'est rarement devant leur buste, c'est souvent très détaché pour que
Si c'était en noir sur fond blanc, on reconnaîtrait encore ce que c'est. Évidemment, la publicité vous montre les personnages qui ne sont pas en noir sur fond blanc, mais le fait que s'ils étaient en noir sur fond blanc, on reconnaîtrait encore ce que c'est, ça augmente la lisibilité de la publicité. C'est important, c'est quelque chose d'assez habituel. Alors, vous allez dans Illustrator. Illustrator, ici, je vais me débarrasser de toutes les palettes de droite avec Shift-Tab. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, testons un peu qu'est-ce qui se passe si on ouvre l'image dans Illustrator. Fichier, ouvrir. C'est une erreur, en fait, de faire comme ça. Mais vous allez comprendre pourquoi en le faisant. Si vous faites fichier, ouvrir, normalement, dans Illustrator, on ouvre des vecteurs. Et là, c'est des pixels, cette image. Ce n'est pas la matière première de Illustrator, les pixels. Je l'ouvre quand même. La voilà. Donc, on a un format qui est sans doute le format A4 vertical qui est visible là, et notre image qui est bien grande. Mais ça, ce n'est pas un problème. On peut la réduire, l'image. Le problème, c'est qu'en faisant fichier ouvrir comme ça, allez voir un peu ce qui se passe au niveau des palettes menu fenêtre nuancier. C'est vide. Toutes les autres palettes seront vides aussi. Fenêtre, forme, il n'y a rien. Symbole, il n'y a rien. En fait, toutes les palettes sont vides parce qu'on n'a pas démarré d'un document de départ Illustrator. Et donc, ce n'est pas la bonne méthode d'ouvrir une image pixel comme ça dans Illustrator en faisant fichier ouvrir. Donc, on va fermer ce document Illustrator ici. Et on va, avant d'amener l'image, on va créer un document. Et donc, toutes les palettes à ce moment-là seront bien remplies comme il faut. Donc, vous faites fichier nouveau. Comme d'habitude, vous faites de l'impression RVB ici. Voilà. Le stand, l'orientation. Et là-dedans, vous allez importer l'image. Vous faites fichier importer. Donc, on navigue jusqu'à l'image, on la sélectionne. On a une option ici, liée, qui est super importante. Attention, ça veut dire que en cours de route, en cours de travail sur le document Illustrator, au fur et à mesure du travail sur le document, peut-être aujourd'hui, demain, après-demain, voilà, on imagine que vous travaillez sur le document. Il ne faut absolument pas que l'image disparaisse parce que c'est une ressource externe. C'est ce qu'on appelle un lien. C'est ça que ça veut dire. On importe. Donc, l'image est dans le curseur. Si vous cliquez, l'image arrive avec ses dimensions en centimètres pré-réglées. Parce que dans le fichier de l'image, il y a la résolution et la dimension en centimètres qui sont pré-réglées. Et alors, par rapport à la page A4, vous voyez que dans mon cas, l'image est beaucoup trop grande. Je pourrais la réduire avec l'outil de transformation manuelle, mais je vais plutôt annuler ça et réimporter. Et il suffit tout simplement de faire un cliquer-glisser pour déterminer la dimension de l'image quand on l'importe. On appuie le bouton de la souris, on garde enfoncé, on bouge la souris et on a déterminé la dimension au moment où on l'importe. Alors, le problème que tu as. Le problème que tu as, c'est que le fichier téléchargé a une extension qui n'est pas correcte. Tu as, je pense, après le point JPEG, tu as un point d'exclamation D. Et quand tu essayes d'importer, ça ne marche pas. Il faut renommer le fichier. C'est juste le site web qui a mis ça pour t'empêcher d'utiliser l'image que tu télécharges. Parce qu'ils veulent que tu passes par la procédure prévue par eux qui, bizarrement, va faire afficher des tas de publicités que tu vas regarder. Et c'est de là qu'ils tirent leurs bénéfices. Hein. Quand vous avez des sites web qui vous mettent des images à votre disposition comme ça, ou d'où vient le bénéfice, c'est pas juste pour vos beaux yeux qui font ça, c'est pour afficher des publicités, en fait. Donc, voilà, il faut renommer le fichier d'une manière ou d'une autre, qu'on soit sur PC ou Mac, le renommage de fichier, vous devez maîtriser ça. Et là, vous arriverez à importer l'image normalement.
Donc, on est en train de travailler sur le calque 1, c'est certain, puisque tout nouveau document arrive avec le calque 1. Vous allez dans la palette des calques, menu fenêtre calque, et vous allez verrouiller ce calque et en créer un nouveau. Et c'est sur le nouveau qu'on va dessiner. Alors, pour vous aider, vous allez pouvoir faire ça en plusieurs étapes au crayon. Donc, n'hésitez pas à zoomer et vous prenez le crayon. Après, je vous montrerai qu'on peut éventuellement s'aider aussi de Photoshop quand on veut faire ce genre de choses. Ça peut être une solution. Voilà, et alors vous n'hésitez pas, vous y allez au crayon, faire le tour. Mais alors, bon, il ne faut pas être extrêmement précis, hein, c'est pas pour un livre sur les animaux, un livre de zoologie. Voilà. Voilà la première forme. On peut faire les suivantes. Donc, vous voyez, barre d'espacement, je bouge et j'englobe au crayon les suivantes et je déborde sur la première. Je déborde. Si je vous montre sans la photo derrière, vous allez encore mieux voir. Si j'enlève l'œil en face, voilà le genre de choses que j'ai faites. Après, évidemment, je vais utiliser le Pathfinder qu'on a utilisé pour faire la Lune, vous vous souvenez? Le Pathfinder, je vais l'utiliser pour sélectionner toutes les formes. En fait, d'abord, je vais sélectionner toutes les formes, puis le Pathfinder va les réunir en une seule. Et je veux une silhouette dans ce cas-ci. Je ne veux pas des détails. Je veux une silhouette parce que je vais faire un monogramme avec ça. Je vais tenter de faire un monogramme d'une certaine manière. Donc, je réaffiche l'œil en face du modèle. Je continue, barre d'espacement. Donc, c'est une question que vous aviez posée. Quand on fait un dessin au crayon, est-ce qu'on est obligé de tout faire? Ben non. Ah tiens, là, j'ai raté. Ça a modifié la précédente. Je vais démarrer de là. Donc, j'ai fait un CTRL-Z et je démarre d'un autre endroit. Alors, on ne voit pas toujours extrêmement bien les choses parce que l'image est très présente. Une chose qui peut être faite, c'est ceci. Je déverrouille le calque de l'image, j'ouvre, je sélectionne l'image et je vais dans la palette transparence. Menu fenêtre, transparence. Et là, je vais pouvoir diminuer la transparence de l'image. Voilà. Comme ça, on voit beaucoup mieux ce qu'on fait. Dans Illustrator, il y a aussi ce qu'on appelle les calques modèles. C'est encore une autre manière de faire les choses. OK, ici, je reverrouille le calque, je travaille sur ce calque-là. Et je vais rapidement faire les pattes. En fait, elle sera assez petite dans le logo qu'on va faire, dans le monogramme qu'on va faire, elle sera assez petite, donc il ne faut pas nécessairement faire quelque chose d'extrêmement précis, en fait, hein, ici. Faites bien attention à superposer les formes. Ah, ça c'est plutôt ennuyeux. Parfois, quand je dessine, il y a la forme précédente qui s'efface. Pour éviter ça, il faut enfoncer la touche commande sur le Mac ou contrôle sur le PC, cliquer à côté et la désactiver. Si elle est désactivée, la forme suivante ne va pas pouvoir la modifier. Avec le crayon. Oui. Voilà, touche commande, je clique à côté. Donc c'est touche contrôle du PC, cliquer à côté.
Voilà. Déjà, en soi, ça, c'est marrant et c'est graphique. Ça pourrait être sympa de faire des illustrations avec ce genre de choses, je trouve. Tout est possible en graphisme. Et l'originalité, le fait que ce ne soit pas quelque chose d'habituel, ça peut être vraiment très intéressant. Ceci dit, je vais enregistrer le fichier ici. Je vais l'appeler monogramme-01. Bon, là, il serait possible de s'éloigner du sujet avec, comme ceci, par exemple. Regardez, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Je vais utiliser l'outil de rotation, mais d'une manière que vous n'avez pas encore vue. Par exemple, ici, je prends cet objet-là, avec la flèche noire. J'active l'outil de rotation. Et discrètement, quelque part, là, sur l'écran, il y a une croix qui est arrivée. C'est le centre de l'objet. Vous voyez? Si on tenait cet objet-là en équilibre au bout d'un doigt, ce serait là. Mais en fait, je vais dire non. Je vais cliquer là. C'est ça qui va être le centre de rotation. Puis, je m'éloigne et je fais un cliquer-glisser. Vous voyez ce qui se passe? Voilà. Et chaque fois, il faut que j'aille recliquer sur le centre. Voilà encore une autre manière de modifier les choses. Je montre pour l'autre patte. Je sélectionne outil de rotation. Je clique là où je veux que ça tourne. Je m'éloigne. Cliquer, glisser, je tourne. Et voilà. Et chaque fois, cliquer et repositionner. On peut aussi bouger, bien sûr, tout l'objet avec la flèche noire. Donc, vous adaptez, déjà à ce stade-ci, vous adaptez les choses de manière à ce que la girafe ait la silhouette qui vous convient. Enfin, la girafe, dans ce cas-ci, c'est... Dans votre cas, c'est peut-être pas une girafe, mais enfin, voilà. Alors, quelque chose d'intéressant aussi, ici, quand j'essaye de déplacer un objet, j'ai parfois les repères commentés qui m'empêchent de le placer exactement comme je voudrais. Vous voyez toutes ces lignes qui apparaissent, il y a des à-coups, ça cale. Et donc, il est possible temporairement d'aller dans le menu affichage et de désactiver repères commentés. Comme ça, quand vous déplacez, il n'y a plus les repères commentés, c'est beaucoup plus souple, vous pouvez positionner vraiment où vous voulez, comme vous voulez. Voilà. Ici, rien n'empêche d'agrandir aussi avec l'outil de transformation manuelle. Enfin, vous adaptez déjà à ce stade-là. Vous adaptez votre dessin. Au crayon, on peut revenir, bien sûr, aussi. Voilà. Ah, et alors, il y avait la queue, dans mon cas, qui était par-dessus la silhouette. Donc, je vais peut-être bêtement, au crayon, en faire une petite ici. Voilà. Si ça peut aider. Voilà. OK, j'enregistre à nouveau. Alors, vous allez devoir sélectionner toutes les formes et on va utiliser le Pathfinder pour les réunir. Donc, commande A sur le Mac, CTRL A sur le PC. Tout est sélectionné. On va chercher le Pathfinder. Menu fenêtre, Pathfinder. C'est un jeu de mots, en fait, Pathfinder. Vous avez jamais entendu ce mot-là? Non? Ceux qui font du scout ou des choses comme ça peuvent avoir vu ça, parce que ça veut dire éclaireur. Ah bon, ça veut dire ça? Le Pathfinder, ben oui, c'est celui qui trouve le chemin, c'est celui qui va, trouver les chemins avant que tout le groupe se déplace, quoi. Et en fait, c'est un jeu de mots parce que chemin, ça se dit path en anglais, mais un tracé, ça se dit aussi path.
Donc, c'est un jeu de mots là, et ils ont laissé ça. Alors, il suffit de cliquer sur Réunion, et ça va faire une seule forme avec tout ça. Voilà. Attendez. Donc, chez certains, ça ne fonctionne pas parce que vous n'avez pas fait des formes fermées qui se superposent. Donc, si je réouvre le fichier précédent, vous voyez que ce sont des formes, enfin fermées, presque fermées. C'est vrai, parfois elles sont presque fermées, mais enfin, ce ne sont pas des traits. C'est pas comme si j'avais dessiné de cette manière-là. Vous voyez, j'ai pas fait ce genre de choses-là. Ah non, là, ça, avec le Pathfinder, ça marche pas parce que c'est pas des formes, c'est pas des surfaces, c'est juste des traits. Donc ça, vous évitez. Donc, dans le cas d'une image comme celle-ci, où il y a des trous dans la silhouette, il y a des trous dans la silhouette. Il y en a 3 ici. Eh bien, il va falloir procéder d'une certaine manière. Et normalement, vous savez comment faire, parce qu'on a vu la fonction soustraire du Pathfinder, je pense. Mais enfin, on va quand même le faire ici. Je vais enregistrer l'image. Je vais le faire ici rapidement pour vous montrer. Je vais faire un nouveau document. J'importe la photo. Je verrouille la vignette. Je crée un nouveau calque. Je vais dessiner au crayon en... Il vaut mieux pas de couleur de fond. D'accord? Pour le crayon, pas de couleur de fond, c'est mieux. Et un contour noir. Voilà. Ah oui, je vais, tant que j'y suis, aller atténuer la photo parce qu'elle est un peu trop sombre. Voilà. Donc, je déverrouille, je sélectionne le fichier. Et on avait été par la palette transparence. Menu fenêtre, transparence. Bien. Je reverrouille. Je travaille sur le calque là. Donc, vite fait. Alors, le crayon n'est pas l'idéal pour faire ce genre d'animal qui a des courbes pures. Même chose si vous prenez une voiture. Ce ne sera pas l'idéal, le crayon. Il vaudra mieux utiliser la plume, mais ça, on y viendra. En attendant que vous maîtrisiez la plume, voilà le principe. Donc, je vais rapidement fermer la forme comme ça. Voilà. Puis, je vais enfoncer la touche contrôle du PC ou commande du Mac, cliquer à côté. Et je vais aller refaire la suite de la silhouette. C'est plus facile de le faire en plusieurs fois. Bon, ce n'est pas tout à fait précis, ce n'est pas grave. Je vous montre ici le principe. Voilà. Donc, j'ai 2 formes comme ça. Bien. Alors, ce que je vais faire ici, c'est les sélectionner toutes les 2, les réunir. Voilà, on a une forme. OK, je clique à côté. Et puis, je vais faire le dessin au crayon des trous. Donc, il y a déjà ça. Voilà. Puis, il y aura celui-là, etc. Voilà. Bon. Alors, la forme générale du serpent que je sélectionne, je vais la faire passer en sans contour et fond noir. Voilà. D'accord? Ensuite, il va falloir que je sélectionne cette forme générale avec un des trous. Où est-ce qu'il est le trou? Ben, pour le voir, je vais faire CTRL-Y sur le PC, commande Y sur le Mac. Voilà, et aller activer avec la touche majuscule le trou ici. Donc, les 2 formes sont sélectionnées. Je peux repasser en affichage comme ça, par CTRL-Y. Et alors, on va utiliser le Pathfinder. Et on avait une fonction, si vous vous souvenez, c'était la fonction soustraction.
Voilà. Il y avait encore un autre trou ici. CTRL Y. J'additionne à ce qui est sélectionné, j'additionne ce trou-là. CTRL Y. Soustraction. Sélectionner deux tracés intersectés. Bon, c'est vrai que le Pathfinder, parfois, ça foire. Donc, je sélectionne la totalité. Donc, la totalité de la silhouette avec le premier trou. Puis, j'additionne le second trou avec la touche Shift, la touche majuscule. Voilà, CTRL Y. Essayons l'ancienne manière de faire. Objet, tracé transparent, créer. Si j'inverse, qu'est-ce que ça fait maintenant? Alors ça, c'est habituel. Il va falloir qu'avec la flèche blanche, j'aille activer spécifiquement ça. Avec la flèche blanche plus, d'ailleurs. Et que j'aille inverser le sens du tracé. C'est ça le problème. Quand vous avez quelque chose comme ça qui ne fait pas le trou comme ça doit. Menu fenêtre, option d'objet. Tout affiché. Voilà, on inverse le sens du tracé ici. Et en principe, ça va fonctionner pour faire le trou. Cette fois-ci, CTRL Y, voilà, ça marche. OK, donc c'est un peu compliqué les trous. Gérer les trous, c'est ce qu'on appelle les tracés transparents, c'est un peu compliqué parce que c'est des objets composites, des objets qui sont composés de plusieurs tracés, la forme extérieure, puis un autre tracé pour faire l'intérieur. Et si, comme ici, vous avez en plus plusieurs trous, c'est encore plus compliqué. Ce qu'on a vu précédemment avec le Pathfinder, le système de tracés transparents, c'était pas simple. Donc, il y a quand même quelque chose qui pourra vous aider. Ici, ah tiens, c'est une image WebP. Ça ne va pas marcher. Je sais l'enregistrer, mais je ne sais pas l'utiliser dans les logiciels Adobe. Alors, je vais faire une copie écran ici sur le Mac. Commande majuscule 4 et englober ça. Voilà. Et c'est la copie écran que je vais aller ouvrir, importer dans Illustrator, dans un nouveau document. Donc, je vous en parle, même si vous n'avez pas sous les yeux des objets avec des trous, parce que forcément, ça va vous arriver. N'allez pas systématiquement, quand vous allez faire du graphisme, éviter les objets qui ont des trous. Hein? Ce serait idiot. Voilà, donc sur un calque, le serpent. Palette de transparence. Diminuer l'opacité pour que ce soit un peu plus terne. Verrouiller le calque. Créer un nouveau calque. Dessiner sur ce nouveau calque. Sans fond et avec des contours noirs. Et là, je vais rapidement faire le boulot de... Mais vraiment, j'y vais à l'arrache parce que c'est juste pour montrer comment ça fonctionne. Voilà. Première forme. Ensuite, touche CTRL, je clique à côté. Alors, je vois que sur la projection, là, ce n'est pas extrêmement visible, donc je vais à nouveau aller diminuer la transparence pour vous, pour que vous voyez les traits un peu mieux. Voilà, je pense que là, ce sera vraiment très clair pour tout le monde. OK, j'étais pas sur le bon calque quand j'ai fait le crayon, donc ça n'a pas marché. Je dois activer le bon calque. Voilà, premier trou. Deuxième trou. Ah oui, ça a tendance à lisser trop. Je vais supprimer ça et je vais aller dans les options du crayon, dire que je veux que le crayon soit plus précis. Voilà, moins de lissage. OK, donc en principe, en dessinant ici, ça devrait me faire quelque chose de pas trop mal. Voilà. Et le troisième trou qui doit être le dernier. Voilà. Je sélectionne la forme externe, je vais inverser. Voilà. Fond noir et pas de contour. CTRL Y, je vais sélectionner les trous. Premier trou, avec la touche majuscule, le deuxième, le troisième. Bien. Je vais faire en sorte d'inverser. Par contre, pour le fond, ça va être du blanc. Menu fenêtre, nuancier. Ça va être du blanc. Et donc,
comme ils ont été faits après la silhouette générale de l'objet, ces trois formes blanches, elles sont au-dessus de la forme générale de l'objet dans l'empilement. On est d'accord? Si je fais CTRL-Y, j'ai ça. Voilà. Ouais. J'enlève l'œil en face de l'image. Et ça, c'est ce que je veux obtenir. D'accord? Bon, bien sûr, on verrait mieux que c'est un serpent si on mettait du détail. Comme des yeux, ça aiderait déjà. On est d'accord que si je demande d'afficher le damier de transparence, nos formes blanches, là, elles sont blanches, ce n'est pas des trous. C'est tout le but, c'est d'avoir des trous. Eh bien, c'est simple. On sélectionne la totalité. On transforme ça en image. Objet. Pixelisé. On n'a pas encore vu ça. Objet pixelisé, c'est transformer les vecteurs en images. Ça, c'est une image. Si on zoome, on voit des pixels. C'est une image. Et puis cette image, il va falloir la vectoriser. Menu fenêtre, vectorisation de l'image. Ça non plus, on n'a pas encore vu. C'est-à-dire transformer des images en vecteurs. Voilà ce que ça donne. Et l'astuce, c'est d'aller ici, dans les options avancées, cocher l'option « Ignorer le blanc ». Du coup, tout ce qui est blanc devient des trous. Voilà. Et si vous faites « Objet vectorisation décomposé », vous obtenez des vecteurs avec les trous comme il faut. Cette méthode peut être plus simple, en fait. Affichage, masquer le damier de transparence. Donc, il s'agit de faire des formes blanches à l'endroit des trous, sélectionner tout, pixeliser, vectoriser avec l'option « Ignorer le blanc », décomposer, objet vectorisation décomposé. Du coup, vous obtenez un objet avec des vrais trous si on met une forme là derrière en couleur. Objet disposition arrière-plan, voilà, on obtient réellement des trous, quoi. Donc, je reviens sur la girafe. J'inverse les cases pour avoir du noir et actuellement pas de contour. Je vais créer des caractères et donc j'ai intérêt à déployer le calque et aller verrouiller l'objet à l'intérieur du calque. Voilà. Et alors, vous allez prendre l'outil texte et on va utiliser l'outil texte comme on n'a pas encore utilisé. L'outil texte, cet outil-là, le premier de toute la série, il peut être utilisé de deux manières. Si vous cliquez et vous glissez, vous enfoncez le bouton à la souris et vous bougez la souris, ça fait un bloc de texte. Répète. Et les blocs de texte dans Illustrator, c'est plutôt pas évident à gérer. C'est rare quand on fait des blocs de texte dans Illustrator parce qu'on va plutôt les faire dans InDesign, qui, lui, c'est sa spécialité de faire des documents avec beaucoup de texte. Donc, ceci, je vais le supprimer. Avec la flèche noire, il est sélectionné, touche suppression, et je reprends l'outil texte. Et au lieu de faire un cliquer-glisser, on va utiliser l'autre manière de faire du texte avec cet outil-là, c'est juste cliquer. Et ça fait une ligne de texte. Et alors, vous allez pouvoir indiquer, par exemple, la première lettre de votre prénom. Voilà, ça peut être sympa. Ensuite, on va faire la deuxième lettre de votre prénom, mais sur une ligne indépendante. Il faut que j'indique que je termine le travail sur cette ligne-là. Et pour indiquer ça, je prends la flèche noire, je clique à côté. Je reprends l'outil texte, je clique et je tape la lettre de mon nom. Voilà. Donc, j'ai deux lettres comme ça que je peux mettre un peu l'une à côté de l'autre. Alors, vous pouvez enregistrer ça pour ne pas perdre ça déjà.
ma vie à vie. Intérêt, ma piacere, quindi, C'est ça. Tout ça. Vous allez sélectionner les 2 caractères que vous avez tapés et les agrandir avec l'outil de transformation manuelle, en prenant la poignée du coin et en enfonçant la touche Shift pendant que vous agrandissez. poi fuori. Ah, le bon aussi, déjà. Voilà, il ne faut pas déformer les caractères. C'est une erreur en graphisme si vous déformez les caractères, si vous faites quelque chose comme ça, pas comme ça, plutôt comme Poiché, ça. Voilà. Ce genre de choses, c'est proscrit en graphisme. On ne déforme pas des caractères existants comme ça, qui ont été créés par un typographe. On ne les allonge pas comme ça. C'est une erreur. ancora Voilà, donc j'annule. Voilà, ils sont revenus là, non déformés. C'est parfait. ma già da te. Attenzione, Je suppose que tout le monde, comme moi, a superposé partiellement les caractères à la silhouette. poi sono perfette. Est-ce que vous remarquez quelque chose de bizarre? Il work questo che questa vendita questa non sapeva dell'animale. Est-ce que vous remarquez pas que le noir de la lettre est plus sombre que le noir de l'animal derrière? En fait, c'est censé être 2 noirs identiques, profonds. Mais ça, c'est une erreur habituelle en infographie. On rencontre ça, mais vraiment très souvent, et ça se voit sur les impressions qu'on reçoit. C'est des choses qui se voient quand on fait des montages dans Illustrator ou dans InDesign. Alors, ce qui se passe, c'est que le noir ici est certainement un noir RVB, 0% lumière, alors que le noir là, sur l'animal, est un noir CMJN. Et le noir à l'impression, en réalité, il n'est pas tout à fait noir profond, parce que c'est des encres sur du papier. Alors, on va essayer de régler le problème ici, on va voir. Vous allez déverrouiller l'animal et le sélectionner. Ensuite, dans la palette nuancier, mais en fait, ce sont des couleurs CMJN, tout ça. C'est un noir CMJN, un noir de l'imprimeur. On va voir ce qui se passe si on fait un vrai noir RVB. Vous allez dans le menu de la palette nuancier, nouvelle nuance, et vous allez mettre tout à 0. Ah, mais c'est de toi. OK. Voilà votre noir. Et maintenant, vous ne devriez plus voir de différence entre le noir de l'animal et le noir de la lettre, et c'est ce qu'on veut. Mais vraiment, ça, il faut mettre ça dans un coin de votre tête, parce que c'est une erreur habituelle dans le monde de l'infographie. Même des infographistes qui ont fait 3 ans d'infographie dans une école supérieure, ils s'y font prendre. Ils commencent à faire des choses, et parfois, sur l'écran, ça ne se voit pas. Et quand on sort à l'impression, c'est bizarre, ça se voit. Il y a des... On voit que là où c'était censé être le même noir uni, ben, il y a des choses qui apparaissent, des fantômes. Bon, voilà déjà un truc intéressant qui est apparu ici. Voilà. Alors, enregistrer le document. Oui, mais quand même. Bon, c'est fort. Alors ici, on va créer un nouveau calque. Comme. Voilà, nouveau calque sur lequel vous allez mettre un rectangle coloré, mais on va zoomer en arrière. On va aller créer un rectangle coloré bien grand qui va se superposer à tout. Donc sur ce nouveau calque qu'on a créé dans la palette des calques en cliquant sur le signe plus. Voilà le rectangle. Sa couleur, vous allez choisir une couleur qui, par exemple, le gris le plus clair, ça peut aller, éventuellement. Il ne pas. Ou une couleur un peu plus claire, il faut la créer alors. Nouvelle nuance. Voilà. On est avec le gris plus clair, touche majuscule, vous allez pouvoir encore éclaircir. Voilà. On avait dit tout à l'heure, touche majuscule pour bouger les 3 curseurs en même temps.
Et du coup, vous voyez que pour faire du gris avec des lumières rouge, vert, bleu, il faut logiquement la même quantité de lumière rouge, vert, bleu. Là, c'est pas exactement tip-top, mais voilà. Yeah. Et alors, ce rectangle, on va le faire passer, ce calque, en fait, on va le faire passer sous le calque de l'animal. Alors, attention, là, je viens d'annuler pour vous montrer, quand vous déplacez le calque pour le mettre en dessous, si vous lâchez le bouton à la souris quand vous êtes sur le calque de l'animal, vous avez mis le calque You. dans le calque. Vous avez créé un sous-calque. C'est pas bon, j'annule. Il faut déplacer vraiment, et là je vais le fermer, déplacer vraiment en dessous, pas comme ça, mais vraiment en dessous là. Voilà. Oui. Et à quoi il va me servir ce calque que je verrouille? Il va me servir à bien voir ce qui va être blanc sur mon illustration ici. Parce que sans ça, blanc sur fond blanc, je ne vois pas où il y a du blanc en fait. Donc, ce calque-là va me servir à voir ce qui est vraiment blanc là-dedans. Ça va éviter que je doive utiliser la fonction affichage, afficher le damier de transparence, parce qu'il est vraiment moche, il fait mal aux yeux, et donc cette méthode-ci, c'est mieux. Juste un calque en dessous, coloré ou pas, clair, juste pour voir ce qu'on va faire. Vous pouvez enregistrer le document. Fais ton calque. Contrôleur. Alors, est-ce que tout est déverrouillé dans ce calque? Oui, les 3 objets sont accessibles. Vous faites un CTRL A. En principe, ça ne sélectionne que les 2 lettres et la bestiole, puisque le calque du fond est verrouillé, le calque de l'image est verrouillé, et en plus, il n'est même pas affiché. Donc, vous avez sélectionné les 3 éléments ici. Oui. On va leur mettre un contour blanc. Oui, on va leur mettre un contour blanc. Menu, fenêtre aspect. Billy. Le gamin. I don't know if you pull them. Alors, on va enlever le fond actuel. Alors, il ne veut pas, il va falloir le sélectionner un par un. Voilà. 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 Donc, voilà, j'ai dû sélectionner un par un les objets et je leur enlève le fond. Parce que le texte, c'est particulier, je vous expliquerai plus tard. Voilà. Et vous sélectionnez tout, CTRL A. Voilà. Et par la palette aspect, vous allez ajouter un nouveau fond. En fait, pour le texte, il ne faut jamais mettre les couleurs directement par la palette des outils ici. C'est pour ça qu'on vient d'enlever le fond sur les 3 objets et qu'on va maintenant ajouter la couleur par la palette aspect. Ce sera voilà, ce sera expliqué, démontré pourquoi plus tard. Ajouter un nouveau fond. Voilà. Le ton des centres. Voilà, donc si ça n'a pas été pour mettre le nouveau fond sur les 3 objets en même temps, vous le faites un objet après l'autre et ça devrait marcher. Alors, vos objets, vous pouvez les sélectionner. Est-ce que vous voyez tous qu'il y a un fond noir et qu'il n'y a pas de contour? Bien, vous mettez un contour blanc. Ce contour blanc, vous lui donnez une épaisseur. Et alors, ce qui se passe, vous le voyez ici, c'est que le contour déborde sur le caractère et change le dessin du caractère. Et ça, ce n'est pas acceptable en graphisme, on ne fait jamais ça. Et c'est pour ça que la palette aspect est intéressante. Elle va vous permettre de faire ceci. Oui, parce que vous pourriez vous dire, ben oui, mais il suffit de sélectionner la lettre, là, par exemple. Il suffit de sélectionner la lettre. Et dans la palette contour, menu fenêtre, contour, il suffit d'activer contour à l'extérieur. Sauf que c'est grisé, ça ne marche pas dans le cas de caractère. Dans le cas de
d'un dessin comme ça, oui, ça marche. Fenêtre, contour, on peut mettre le contour à l'extérieur. C'est possible de le mettre à l'extérieur. Ouais. Mais pas dans le cas d'un caractère. Donc, c'est pour ça que la palette contour est intéressante. La palette aspect, je veux dire, est intéressante. Voilà. La palette aspect est intéressante. Dans ce cas-ci, on va prendre le contour ici et le déplacer en dessous du fond. Comme ça. Voilà. Vous réglez l'épaisseur du contour. Le dessin des lettres n'est pas modifié. Pas de problème. Et alors, l'idée ici, c'est que après avoir enregistré ça, vous allez pouvoir positionner les caractères les uns par rapport aux autres et par rapport au dessin de manière à faire un espèce de logo monogramme. Voilà, avec la flèche noire, vous êtes censé positionner les choses de manière à obtenir quelque chose qui est graphique. Pour voir ce que ça donne, vous devez, dans la palette des calques, enlever l'œil en face du calque gris. Comme ça, vous voyez sur fond blanc. Voilà. Donc, quelque chose de graphique. Et un bon logo, c'est un logo qui fonctionne en noir et blanc. On ne commence pas à faire un logo tout en couleur. Il faut d'abord essayer de faire la version noir et blanc parce que votre logo, vous allez devoir forcément l'utiliser en noir et blanc. Par exemple, sur une vitrine, un effet sablé, c'est un seul niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ici, j'ai juste tapé sablage vitrine dans Google. Vous ne le faites pas, bien sûr. Je vous montre juste ce qu'est du sablage de vitrine. Évidemment, ça se fait maintenant avec des vinyles autocollants. C'est plus vraiment la vitre qui est mordue à l'acide. Mais enfin, vous voyez le principe. Il faut que ça fonctionne en un seul niveau, votre logo, votre graphisme. Et puis après, vous pourrez faire des versions éventuellement avec des couleurs. C'est juste des exemples que j'ai trouvés là comme ça sur Google rapidement en tapant sablage vitrine. Alors, très important, la logique de recherche du meilleur logo. Il ne faut surtout pas passer des dizaines et des dizaines de minutes à essayer de positionner les éléments les uns par rapport aux autres pour obtenir la configuration idéale. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut sélectionner ces trois choses-là et les dupliquer avec la flèche noire et la touche Alt. Voilà. Puis vous allez agrandir le plan de travail pour avoir un fond blanc derrière. Outil plan de travail. Poignée ici, on agrandit. Je reprends la flèche noire et je vais continuer le travail ici. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Modifier les dimensions des caractères, modifier les caractères utilisés, parce que ça, c'est les caractères de base. Vous pouvez aller chercher menu fenêtre, texte, caractères et faire des tests. Il n'est pas interdit d'avoir un caractère, une police différente pour les deux lettres, pour chacune des lettres, je veux dire. Ça peut être intéressant. Donc, il faut vraiment choisir quelque chose en fonction du message qu'on veut convoyer. Voilà, ce genre de choses, par exemple, ce sera bon pour une affiche pour Halloween, mais pour un logo, j'y crois pas trop. Alors, il est certainement possible d'avoir des vignettes plus grandes dans la palette de caractères, des visualisations plus grandes, mais ouais. Voilà, donc ce n'est pas terrible comme choix ici, mais enfin, ça vous montre le principe. OK, donc premier test, je sélectionne le tout
Avec la touche Alt, je duplique et je continue la recherche. Parce qu'à la fin, je vais me retrouver avec plein de versions et je vais me rendre compte que ce n'est pas nécessairement la dernière, la meilleure. Et comme ça, je me donne le choix de pouvoir choisir telle ou telle version. Alors, il y a autre chose, il est possible de gérer l'empilement. Alors, vu que je suis en train de dupliquer les objets sur le même calque, je me retrouve avec plein d'objets. Ce n'est pas toujours évident de gérer l'empilement par la palette des calques. Donc, ce qui peut être fait, c'est ceci. Sélectionner le caractère que je veux aller mettre à l'arrière-plan et puis demander objet, disposition, arrière-plan. Objet, disposition, arrière-plan, c'est une ancienne manière de faire, mais ça peut être intéressant dans ce cas-ci. Voilà. Alors, il faut modifier avec la touche, je veux dire avec l'outil transformation, il faut modifier les dimensions, etc. Vous faites des recherches. On appelle. L'idée, c'est de donner l'impression qu'il y a plusieurs plans, avant-plan, plan moyen, arrière-plan, alors qu'on travaille avec une seule couleur. Et ça, c'est grâce au contour blanc. Voilà une astuce pour faire facilement des logos, des monogrammes qui en jettent. Donc, ceci étant pas trop mal, je sélectionne le tout avec la touche Alt. Oups, il y en avait un au-dessus qui était sélectionné avec. J'annule. Pourquoi est-ce qu'il est sélectionné avec? OK. Là, avec la touche Alt, je déplace et je continue la recherche. Et bien sûr, de temps en temps, je vais quand même enregistrer le fichier. Après, ce logo, on pourra mettre des couleurs. On pourra aussi le transférer dans Photoshop pour montrer ce que ça donne si on essaye de mettre des textures, des biseaux. Donc, fenêtre, texte, caractère, etc. Je vous laisse décider ce que vous allez faire, en fait. Et ce principe, il est applicable à plein de situations quand vous devez faire des icônes pour des sites web ou pour des icônes pour des sites web ou pour des applications de smartphone. C'est bien de commencer avec une icône en noir et blanc. OK. Donc, je duplique. J'agrandis le plan de travail. Je vais éventuellement verrouiller certains objets. Alors, quels sont ceux que je verrouille? Celui-là, objet, verrouiller, sélection. L'autre caractère, oui, dans la palette des calques, on peut repérer où il est grâce au petit carré ici et le verrouiller en face aussi, oui. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je voulais aller retravailler ici sur la girafe avec l'outil flèche blanche pour aller allonger une patte. Je clique à côté, j'englobe. Voilà, il y a certains des points qui se sont sélectionnés, mais pas les autres. Je tire. Voilà. La patte ici, ce serait peut-être pas mal qu'elle déborde pour qu'on sente qu'elle est là. Voilà. Ah, par contre, ouais, ça va. OK, voyez le principe. Du graphisme, des tâches. Ce sont des tâches séparées les unes des autres et ça fait du graphisme, quoi. Ça, il me bête. Alors là, je vais dupliquer la dernière version que j'ai obtenue qui, on va le supposer, est la meilleure. Ah oui, j'ai verrouillé les objets. Je
peut demander éventuellement objet verrouillé. Non, objet tout déverrouillé. Objet tout déverrouillé. Donc, tout ce qui est sur le calque et qui est verrouillé va se déverrouiller. Voilà. Pas besoin d'aller cliquer donc sur les petits cadenas dans la palette des calques. Je disais que j'allais sélectionner ça, le dupliquer avec la touche Alt. Et je vais appliquer la méthode que j'ai montrée tout à l'heure pour le serpent, pour faire les trous facilement pour le dessin du serpent. C'est-à-dire objet pixelisé. OK. Menu fenêtre. Vectorisation de l'image. La voilà. Cocher la case aperçu pour enclencher la vectorisation, donc la transformation des pixels en vecteurs. Dans les paramètres avancés, demandez ignorer le blanc. Ensuite, bon, déjà là, on voit qu'on n'a que du noir avec de la transparence autour. Ensuite, libérer les vecteurs par objet, vectorisation de l'image décomposée. Et ça, c'est génial, cette méthode de pixeliser puis de revectoriser. Parce que vous avez certains infographistes, quand ils doivent faire ce genre de choses, ils vont commencer à essayer de jouer avec le Pathfinder. Ils vont dire, oui, il faut transformer les contours en vecteurs, il faut s'en servir pour creuser les objets derrière. Et ça ne marche pas quand c'est trop complexe. Et par contre, cette méthode-ci, même sur des dessins complexes, ça marche. Voilà ce qu'on obtient. Je vais le dupliquer. Et vous pouvez tester, une fois que vous avez fait ça, qu'il est possible d'aller même déposer des couleurs sur certains objets. Attention, j'annule là, parce qu'il faut que ce soit la case de fond qui soit à l'avant-plan. Sinon, ça tombe sur le contour. Voilà, on peut aller mettre les couleurs qu'on veut. Vous pouvez faire une composition. Voilà. C'est toujours bien d'avoir du noir et du blanc dans une illustration, mais bon, dans le cas d'un logo, c'est particulier. On ne va pas dire qu'il faut systématiquement avoir du noir et du blanc. Voilà, je vais agrandir le plan de travail. Et voilà votre logo en couleur, du coup. Voilà. Comment générer facilement du graphisme? Voilà, vous avez par exemple le boucher du coin qui vous demande de faire un logo pour lui. Vous n'allez pas lui demander 1 000 € ou 2 000. Il n'a pas le budget. Il a peut-être que 50 € ou 100 € pour vous. Et même 100 €, ça va lui paraître cher. Mais là, en quelques minutes, évidemment, là, ça a duré plus longtemps parce que je vous ai expliqué, mais quand vous connaissez le principe, en moins de 10 minutes, le logo, il est fait, quoi. Et ça ressemble à un logo. Après, il faut peut-être mettre du texte en dessous. Voilà, et vous avez votre logo. Peut-être dans une autre couleur, c'est encore des recherches à faire. OK. Et alors, quelque chose dont je reparlerai, quand on fait du texte dans les logiciels Adobe, il faut systématiquement aller dans la palette caractères, demander une approche. C'est l'approche ici, optique. Et ça va repositionner les caractères de manière à ce qu'il n'y ait pas de trou entre certaines lettres, pas de trop grands espaces. Donc, bonne astuce à retenir, c'est hyper important quand vous faites du texte dans Illustrator. Il faut aller dans la palette caractères et demander une approche optique. Parce que d'origine, Illustrator, il vous fait une approche métrique. C'est-à-dire, il ne tient pas compte des trous qui pourraient apparaître entre les caractères. Il les positionne de manière régulière. Vous voyez, par exemple, entre le E et le N, ici, vous pourriez penser qu'il y a un trop gros espace, peut-être. Entre le H et le E, peut-être. Ça fait partie du boulot du graphiste. Entre le R et le I, peut-être que l'espace n'est pas assez grand. Là, entre le H et le E, vous le voyez, ça, ce genre de problème.
Ça fait partie depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années avant l'infographie, du boulot du graphiste, de gérer cette approche de caractère. Mais maintenant, vous avez, dans les logiciels Adobe, la possibilité de demander optique et ça repositionne les caractères de manière à éviter les trous. Ce qui n'empêche qu'après, on peut venir avec l'outil texte, entre deux lettres, gérer encore, comme avant, manuellement, l'espace. Et ce qui est incroyable, c'est que sur tout un livre qui contient des dizaines de milliers de mots, InDesign, le logiciel de mise en page dont on parlera, est capable de gérer entre chaque lettre, entre chaque paire de lettres, il est capable de gérer l'espace pour que ce soit visuellement agréable. Avec la touche majuscule, ça va encore plus vite quand on veut modifier les espaces. Waouh, j'annule. Ah oui, touche Alt pour avoir la main quand on est en train de modifier du texte, sinon la barre d'espacement, ça fait des espaces. Oui. Ça, je suis certain qu'on vous en a déjà parlé de ces systèmes d'approche, de cette préoccupation, les approches. Ça fait vraiment partie des bases du graphisme. C'est là qu'on voit si ça a été fait par un amateur ou par quelqu'un qui s'y connaît. C'est en regardant les approches comme ça. Les espaces entre les caractères. Alors, sur Internet, il y a plein d'exemples de mauvaises approches qui donnent des résultats catastrophiques. Ici, j'ai juste tapé en anglais dans Google « bad kerning », ça veut dire « mauvaise approche ». Et il y a plein d'exemples. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Bon, thérapeute de massage. Mais alors, ça fait, vu que l'approche est mauvaise, ça fait le violeur, the rapist. Final touch, qui devient anal touch. Le click lovers, qui devient dick lovers. Le megaflix, qui devient megafucks.